Madame la ministre, sur le 1131. Oui, pour qu'on puisse savoir quoi sous-amender, il faudrait savoir ce que propose le gouvernement. Et c'est un amendement important qui propose la mise en place d'un dispositif d'indemnisation amiable des victimes de la dépakine et plus largement des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés. Contrairement à ce que vous avez laissé entendre, mais je ne suis pas certaine d'ailleurs, Monsieur Vercamer, nous avons pris cette situation de façon résolue très vite, puisque dès 2013, nous avons initié avec d'autres un travail au niveau européen pour évaluer les conséquences du valproate de sodium, parce que le problème des victimes de la dépakine n'existe pas uniquement, évidemment, dans notre pays. Des propositions ont été faites qui m'ont amené à saisir l'Inspection générale des affaires sociales, qui m'a remis un rapport en 2015, et à saisir en 2015 l'IGAS, qui m'a remis un rapport qui aboutit à la mise en place de ce dispositif d'indemnisation. Parce que, je le dis de façon un peu solennelle, l'État assume ses responsabilités, et c'est pour réparer les conséquences du passé que nous mettons en place un dispositif. Il est nécessaire aussi, au regard de la complexité de cette affaire, qu'il y ait un dispositif spécifique. Le cœur du drame, c'est évidemment l'information aux patientes et les dommages qui sont causés et qui méritent d'être pris en considération de manière spécifique. Le dispositif que je vous propose, et qui a évidemment fait l'objet d'une concertation très approfondie, et je veux en remercier ceux qui se sont engagés, et plutôt celles qui se sont engagées pour permettre à ce dispositif d'aboutir, il se décompose donc en deux phases. La première phase, c'est une expertise simplifiée sur l'imputabilité des dommages aux médicaments concernés, en lien avec le protocole de diagnostic et de soins en cours de finalisation pour les dommages causés par les médicaments contenant du valproate de sodium. Concrètement, cette première étape, elle consiste, lorsqu'une personne présente des dommages, par exemple lorsqu'un enfant présente des troubles autistiques, d'évaluer si ces dommages, ces troubles, sont imputables à la prise d'un médicament contenant du valproate de sodium. Ensuite intervient la deuxième étape, qui est une phase d'identification des responsables et une phase de conciliation puis d'indemnisation. Concrètement, le comité d'indemnisation rendra un avis dans chaque dossier sur l'identification de celui ou de ceux qu'il considère comme responsables des dommages et sur l'étendue des préjudices. Si le responsable identifié refuse de proposer une offre amiable ou s'il présente une offre manifestement insuffisante, ou encore si le défaut d'information sur les risques est caractérisé, mais que le comité n'a pas identifié de personnes physiques ou morales pouvant être tenues à l'indemnisation, alors c'est l'Office national des accidents médicaux, l'ONIAM, qui indemnisera les victimes et se retournera lui-même contre ceux qu'il estime responsables devant les juridictions. C'est-à-dire concrètement, s'il y a un défaut de responsabilité trouvé ou si les responsables identifiés se dérobent, alors l'ONIAM interviendra pour que les personnes, les victimes, ne restent pas sans indemnisation. Je l'ai dit, j'avais pris l'engagement d'un dispositif simple, rapide et qui apporte le plus de garanties possibles aux victimes, parce que dans les situations de manquement des autorités sanitaires ou d'autres acteurs, il est normal que des responsabilités soient assumées. Un tel dispositif permet de répondre à une double demande. Je le dis de façon très ferme. La première, c'est de ne pas déresponsabiliser certains acteurs en engageant l'État en première ligne, alors même que ça n'est pas l'AFSAPS, puisque à l'époque c'était l'AFSAPS, l'ancêtre de l'Agence nationale de sécurité du médicament, alors même que ça n'est pas l'AFSAPS qui est considéré comme responsable. C'est vrai que c'est un dispositif qui avait été envisagé, parce qu'il permettait d'aller très vite, en quelque sorte, et l'État se retournait ensuite vers d'autres responsables. Ce dispositif-là avait un défaut, et c'est pour cela qu'il n'a pas été retenu. Il donnait le sentiment que les acteurs autres que l'État
industriels notamment, pouvaient échapper à leurs responsabilités, ce qui n'était pas sain et satisfaisant. Donc ça, c'était la première demande, que tous les responsables soient mis face à leurs responsabilités. La deuxième demande, c'était d'indemniser les victimes, même si les acteurs potentiellement considérés comme responsables refusaient de s'engager dans une indemnisation à l'amiable, c'est ce que j'ai dit à l'instant, et donc la substitution par l'ONIAM sera alors automatique. En ce qui concerne, donc j'ai indiqué que nous provisionnons 10 millions d'euros pour la première année. Évidemment, les victimes qui doivent être indemnisées le seront et les montants pourront être réajustés si nécessaire dès 2017. En ce qui concerne le principal médicament concerné, la dépakine, j'ai écrit au laboratoire pour lui demander de se positionner sur sa participation au système d'indemnisation amiable. Je regrette que Sanofi ait refusé par principe toute indemnisation amiable a priori. Et je souhaite évidemment que le laboratoire change d'avis lorsque l'analyse des dossiers se fera au cas par cas. Je tiens enfin à vous dire qu'en adossant ce dispositif à l'ONIAM, je fais le choix de la cohérence du système d'indemnisation amiable dans le secteur de la santé, mais il sera nécessaire de réformer l'Office pour renforcer son organisation et améliorer ses procédures d'indemnisation en ayant à cœur de renforcer plus encore les droits des victimes. J'ai donc demandé à l'IGAS de piloter un comité chargé d'élaborer pour le 1er mars un plan d'action en ce sens. Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que je voulais vous dire. C'est un sujet grave, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui me tient à cœur, je vous le dis, parce qu'au-delà de ce qui peut apparaître comme technique, parfois un peu abstrait pour ceux qui ne baignent pas, entre guillemets, dans ces situations-là et dans ces mécanismes-là. Au-delà de tout cela, ce sont des femmes, leurs enfants, des familles qui sont directement touchées. Parce que je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, la dépakine, c'est un médicament qui peut sauver des vies. Et donc, il y a des femmes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre de la dépakine. Et qui n'avaient pas toujours et qui n'ont pas toujours reçu l'information, qui souvent n'ont pas reçu l'information, que si elles maintenaient leur traitement de dépakine alors qu'elles étaient enceintes, des risques importants qui progressivement ont été mieux évalués, mais que des risques importants existaient pour leur bébé. Ce sont des situations humaines tragiques, ce sont des drames comme notre système de santé doit parfois en gérer. Je ne crois pas qu'il faille comparer avec le Mediator. La situation est très différente. Encore une fois, le Mediator ne sauvait aucune vie. La dépakine sauve des vies. Mais il y a là une situation humaine à laquelle nous devons réponse. C'est pour cela que je me suis engagée personnellement, que je veux le dire, c'est un moment important. Je souhaite que tout le monde puisse se retrouver sur le vote d'un tel dispositif qui, sans doute, va se mettre en place, dont il faudra sécuriser la mise en place. Mais je crois que ce soir, nous pouvons faire œuvre utile, œuvre juste et œuvre humaine. Merci, Madame la Ministre. Donc, 2 sous-amendements, Madame Batho, le 1134. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, effectivement, c'est un sujet grave. Je voudrais dire d'abord ma solidarité avec les victimes de la dépakine. Et je voudrais saluer, Madame la Ministre, votre écoute des victimes, des familles des victimes, des associations de parents d'enfants victimes de la dépakine, et dire d'emblée que vous avez tenu vos engagements, saluer cet amendement et le travail que vous avez parlé d'engagement personnel, le travail que vous avez fait sur ce sujet. En ce qui concerne les sous-amendements, je voulais indiquer qu'il y avait 2 autres sous-amendements qui ont été déclarés irrecevables par la Commission des finances, sur lesquels peut-être, Madame la Ministre, vous pouvez nous éclairer. Le premier prenait en considération les victimes directes et indirectes, avec cette question d'avoir la certitude, avec d'autres expériences sur l'ONIAM, que les victimes indirectes, donc par exemple un parent qui a dû renoncer à travailler pour s'occuper de son enfant,
sera bien prise en compte dans le cadre de ce dispositif. En ce qui concerne, il y a eu d'autres exemples où, malgré une jurisprudence du Conseil d'État, l'ONIAM ne l'avait pas forcément pris en compte les victimes indirectes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que ce fonds d'indemnisation reconnaîtra bien aussi les victimes avant la date à laquelle, normalement, il devait y avoir une information des patientes sur le fait que la prise de ce médicament comportait des risques pour le fœtus. Donc ça, c'est la deuxième question. Ensuite, le premier sous-amendement que j'ai co-signé avec Gérard Bapt, le 1134, demande que la juridiction compétente, il soit précisé que c'est le tribunal de grande instance de Paris qui comporte un pôle spécialisé en matière de santé publique. En fait, à défaut de cette précision dans la loi, l'incertitude de juridiction aboutira à saisir plusieurs juridictions en même temps avec des blocages et des complexités pour les victimes, d'autant que le tribunal administratif ne peut pas trancher une question portant sur la responsabilité du laboratoire. Donc il nous paraît que la loi devrait le préciser. Le deuxième sous-amendement, c'est sur la date d'entrée en vigueur du dispositif qui, dans l'amendement du gouvernement, est le 1er juillet 2017 et que nous proposons d'avancer au 1er mai 2017, ce qui paraît un délai raisonnable pour que le décret en Conseil d'État soit publié et que ce soit bien ce gouvernement et cette majorité qui s'assurent jusqu'au bout de l'entrée en vigueur effective du dispositif. Merci. Madame... non, d'abord le rapporteur. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai bien écouté ce qu'a dit Madame la ministre. J'ai parfaitement écouté, sauf que ça pose plusieurs questions, bien entendu. Ce que vous avez dit est très, très émouvant. Sauf que, là, en réalité, il y a un problème juridique. Moi, j'aurais bien aimé voir en commission les aspects juridiques du texte que vous posez, qui est un texte extrêmement complexe, sur des sujets qu'on connaît un peu quand on est avocat, parce qu'il nous arrive de plaider aussi sur des dossiers voisins, et il pose vraiment des gros problèmes. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les questions que pose alors cette fois le commissaire aux finances, pourquoi cette somme ? Qu'est-ce qui justifie cette somme plutôt qu'une autre ? Vous dites que c'est quelque chose de prévisionnel. J'en accepte l'augure. Sauf que même quand on fait du prévisionnel, il faut justifier. Or, pour le moment, vous ne justifiez pas pourquoi telle somme plutôt que d'autres. Il y a deux questions préalables qui n'empêcheront pas de voter pour, mais il fallait en tout cas que le commissaire aux finances soulève ces deux problèmes essentiels. Madame la ministre. Je vais répondre à toutes ces interrogations, enfin essayer de répondre à toutes ces interrogations et donner mon avis aux deux sous-amendements que je demanderai aux parlementaires de bien vouloir retirer. Je vais dire pourquoi. J'aurais dû tout à l'heure dire que nous parlons de milliers de cas. Je ne suis pas en mesure de dire combien, par définition. Nous avons, dans le rapport qui a été demandé à l'IGAS, une estimation, enfin une appréciation, une évaluation, pardon, plutôt, de 14 000 femmes exposées entre 2007 et 2014. Donc il peut y avoir eu des femmes depuis, on espère peu, mais il peut y en avoir eu, et il y en a eu évidemment, avant 2007. Donc le nombre, et que pour que chacun, notamment tous ceux, toutes celles, tous ceux qui n'ont pas travaillé comme vous-même depuis des mois sur ces dispositifs d'indemnisation, et je pense en particulier aux députés de la Commission des affaires sociales avec qui nous avons beaucoup échangé, le nombre de victimes potentielles est tout à fait significatif, même si je ne peux pas m'avancer sur le nombre exact. Les troubles, les séquelles, ou comment dire, les dommages causés par ce médicament, par l'exposition à ce médicament in utero, ce sont des troubles autistiques, mais pas uniquement, ce sont des troubles du développement et des malformations. Et donc c'est tout cela qu'il faut pouvoir apprécier. Pourquoi une évaluation une estimation de 10 millions d'euros pour l'année 2017 ? C'est une estimation très globale, très grossière peut-être. Je n'en disconviens pas et j'ai dit moi-même que s'il fallait ajuster, il faudra ajuster. L'hypothèse que nous faisons pour les années suivantes, c'est que nous raisonnerons en dizaines de millions d'euros.
et non pas en unités de millions. Nous raisonnerons en dizaines de millions d'euros. Combien? Je ne sais pas. Puisque, encore une fois, le dispositif qui est proposé est un dispositif d'indemnisation au cas par cas. C'est-à-dire qu'à chaque situation, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux étapes, une évaluation de l'origine des troubles constatés, et si on pense, enfin si les experts, pas personne d'autre que les experts, pensent que, ou estiment que c'est lié à l'exposition à la dépakine ou au valproate de sodium, alors on passera à la deuxième étape, qui est responsable et à combien est-ce qu'on évalue, classiquement, hein, le dommage. 10 millions, c'est pour marquer, peut-être un peu symboliquement, qu'on engage le processus. Il y a un débat sur la date, ce qui me permet de répondre tout de suite au sous-amendement sur l'entrée en vigueur. Tout cela va prendre un peu de temps. Nous voulons sécuriser le dispositif sur le plan juridique, surtout sur le plan opérationnel et concret, mettre en place toute la procédure, poursuivre la concertation. Et c'est pour cela qu'y compris en lien avec les associations, et notamment la principale concernée, nous ne pensons pas que la somme 10 millions prévue pour 2017 soit inadaptée. Parce qu'il va falloir le temps pour que les premiers dossiers soient évalués. Une fois que le processus sera engagé, les choses monteront en puissance relativement vite. Je souhaite, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les députés, que tout soit prêt pour le 1er mai. Mais je ne peux pas, moi, en termes de responsabilité, même si je souhaite pousser les feux, et je vais pousser les feux, et l'engagement que j'ai pris il y a maintenant plusieurs mois, il vaut pour la suite. Je ne lâche pas. Je vous annonce ce dispositif ce soir, mais ma vigilance, ma ténacité, je vais continuer de les mettre au service de cette cause dans les mois qui viennent. Si le décret peut sortir avant le 1er mai, j'en serai la première heureuse et je pense que tout le monde sera satisfait ici dans l'intérêt des victimes, parce que ça voudra dire que la procédure pourra s'engager plus vite. Mais moi, je ne veux pas faire prendre de risques juridiques. Si à l'inverse, nous n'étions pas prêts, si la concertation prenait du temps, si le dispositif avait besoin de quelques semaines pour mettre en place, si le décret sortait du Conseil d'État quelques semaines plus tard, moi je ne voudrais pas qu'on ait une date de 1er mai qui ne serait pas tenable. Ça fait partie de ma façon de travailler. Je n'ai jamais annoncé des choses que je n'étais pas certaine de pouvoir tenir. Et donc je vous demande d'entendre ma volonté de tenir la date du 1er mai, mais disons l'expression d'une responsabilité qui est est-ce que, à quelques semaines près, est-ce qu'on est sûr de pouvoir tenir? Le deuxième sous-amendement que vous proposez est plus significatif et plus compliqué. Demander que seul le TGI de Paris ait une compétence globale sur les actions contentieuses qui découlerait du dispositif des PACIN, ça veut dire, il faut dire les choses concrètement, qu'on écarte la jurisprudence administrative. Alors, j'entends bien l'argument qui est le vôtre, et c'est un argument qui a du poids, qui consiste à dire c'est plus simple s'il y a une seule structure. Mais en matière, un seul lieu pour... je voudrais faire deux observations. La première, c'est que vous avez voté la mise en place d'actions de groupe en matière de santé. Je n'exclus pas, d'ailleurs l'avocat l'a annoncé, qu'une action de groupe soit engagée à propos des PACIN. Et donc, tout cela va simplifier la procédure juridictionnelle, les procédures pour les victimes, puisqu'elles vont pouvoir bénéficier de l'appui d'une procédure commune. La deuxième chose, c'est qu'on parle de responsabilité de l'État. Pas uniquement de l'État, parce que quand vous parlez de procédure judiciaire, vous pensez évidemment à l'industriel. Mais moi, je pense aussi à l'État. Et l'État, ce n'est pas simplement l'État au sens institutionnel, c'est l'exercice de prérogatives de puissance publique. Et les prérogatives de puissance publique, elles sont jugées par la juridiction administrative, c'est l'état de notre droit. Il y a des situations dans lesquelles on peut dire, au fond, l'État renonce à certaines procédures parce que, au fond, ça ne serait pas si différent de ça si ça n'était pas l'État qui était engagé. On peut donner des exemples, je n'en donnerai pas, mais il y a des situations dans lesquelles on peut dire, après tout, État ou pas État, ça ne change pas grand-chose à la manière dont on gère la situation, et donc un tribunal plutôt qu'un autre. Bon. Mais là,
c'est un enjeu majeur, absolument majeur pour l'État, parce qu'il y va de sa responsabilité de garant, de protecteur des procédures de sécurité sanitaire. Des agences sanitaires sont impliquées, des autorités sanitaires sont impliquées, et donc c'est l'État dans ce qu'il a de régalien en matière sanitaire. Et donc, Madame la députée, je vous demande de retirer cet amendement au bénéfice de ces explications. Ça n'est pas une mauvaise volonté de ma part, ça n'est pas une mauvaise volonté ou une volonté de complexification. J'espère que vous l'entendez dans ma bouche. C'est une volonté, au contraire, d'assurer que ce qui relève de la responsabilité de l'État sera pleinement assumé et totalement encadré. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande le retrait de vos amendements. Si vous ne les retiriez pas, je donnerai un avis défavorable à l'amendement 1134, donc sur la compétence du TGI, et je m'en remettrai à la sagesse de votre Assemblée pour ce qui est de la date 1er mai ou 1er juillet, en vous disant que la responsabilité, c'est aussi d'être sûr de pouvoir tenir ses engagements. Madame la députée, Monsieur Bapt. Bon, alors, chacun une explication. Si c'est la même, puisque vous êtes co-signataire des deux sous-amendements. Oui, Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, je voudrais d'abord avoir une pensée pour les familles des victimes. Parce qu'il ne s'agit pas de dégâts personnels concernant l'effet indésirable d'un médicament sur un organisme. Il s'agit d'un dégât familial. Alors certes sériel comme le Mediator, certes ça n'a rien à voir avec le Mediator, notamment parce que, a priori, il n'y a pas eu de preuve de ce qu'il y a eu obstruction par l'industrie, encore que l'instruction judiciaire là-dessus fera la réalité. Mais dans la durée des effets indésirables, sans qu'ils soient repérés ou sans que les alertes qui ont existé aussi, comme pour le Mediator, dès les années 1980 pour les malformations, dans les années 1990 pour les troubles du développement neurocognitif. Puis il faut penser aussi à un autre dégât qui sont les morts in utero lorsque les malformations sont massives. Et nous avons, et vous avez sûrement aussi, comme moi, rencontré des familles concernées, avec parfois plusieurs enfants qui non seulement ont eu des malformations physiques, mais qui souffrent de troubles du comportement pouvant aller jusqu'à l'autisme, avec les dégâts familiaux. On sait que, par exemple, le nombre de divorces dans toutes les familles où il y a un problème d'autisme est quasiment doublé. C'est dire la souffrance des parents. Et puis parfois, il y a eu plusieurs enfants. Et lorsque ces familles ont découvert, soit sur Internet par hasard, et ça a été le cas de la présidente de l'association, qui, de manière admirable, a travaillé pour alerter, soit à l'occasion du dépôt de la plainte, soit à l'occasion d'informations donnant par exemple les résultats des études pharmaco-épidémiologiques pour évaluer le nombre des familles et des cas concernés. Donc c'est un drame social qui est au moins aussi important que celui du Mediator. La seconde chose que je voulais dire, c'est saluer, Madame la Ministre, la façon dont vous avez travaillé en concertation avec les familles des victimes et en particulier avec l'association l'APESAC. Et je crois que l'amendement que vous nous présentez ce soir a été longuement travaillé, y compris avec les conseillers juridiques de cette association. Il y a quand même un point sur lequel, Madame la Ministre, je souhaite vous entendre, c'est cet amendement cité tout à l'heure par Madame Bateau, qui n'a pas pu être déposé pour raison d'article 40 et qui voulait faire préciser que l'indemnisation, elle concerne donc non seulement la victime, c'est-à-dire l'enfant, qui peut devenir adulte, bien entendu, mais aussi le contexte familial, le contexte médico-social en quelque sorte. Et la difficulté qu'il va y avoir à cette indemnisation, c'est qu'elle peut indemniser un dommage, mais dans la durée, serait-il juste
serait-il solidaire alors qu'il s'agit de l'effet d'un médicament qui a été laissé indûment, prescrit, sans information, d'abord des médecins, ensuite des familles? Est-ce que ce n'est pas dans la durée, au-delà donc des secours que l'on peut apporter aux familles qui ont à assurer l'éducation et le destin d'enfants autistiques, par exemple? Est-ce que ce n'est pas une solidarité, la particulière, puisqu'il y a une responsabilité que la justice déterminera en ce qui concerne son partage? Monsieur le député, si je puis me permettre, les deux sous-amendements sont-ils maintenus ou retirés? Madame Batho. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Moi aussi, j'aimerais bien une réponse sur victime directe ou indirecte et sur la question de la date. Je retire le sous-amendement qui concerne la date d'entrée en vigueur en partant d'une logique de confiance par rapport à votre détermination, Madame la Ministre, à aller vite. En tout cas le plus vite possible par rapport à l'entrée en vigueur du dispositif. Par contre, le second, je préfère le maintenir, même si j'ai bien compris qu'il ne serait pas adopté. L'intention de l'amendement n'est en aucun cas de dédouaner l'État de sa responsabilité, mais on est dans le cas de figure où une victime conteste ce qu'a décidé le collège d'experts et on ne peut pas renvoyer les victimes devant une complexité procédurale infinie sur le point de savoir quel est le tribunal compétent. Madame la Ministre. Oui, je vais répondre à vos questions. J'avais oublié, c'est simplement un oubli sur les deux questions que vous avez indiquées préalablement. Le dispositif que je vous propose ne comporte pas de date à partir de laquelle il y aurait ou pas d'indemnisation. Je l'ai dit, c'est une indemnisation au cas par cas, donc au cas par cas. Les experts décideront s'il y a lieu d'indemniser ou pas. Et pour la deuxième question, oui, il est évidemment prévu la réparation intégrale des préjudices imputables quelle que soit la personne victime, directe ou indirecte de ces préjudices. Je n'aurais pas souhaité l'inscrire dans la loi en tout état de cause, Madame la députée, parce que sinon il y aurait eu un risque d'a contrario préoccupant avec les autres dispositifs mis en place auprès de l'ONIAM. Lorsque l'ONIAM ne respecte pas le principe d'une indemnisation pour l'ensemble des victimes, c'est un problème et des actions sont menées, mais la jurisprudence a récemment confirmé que victimes directes ou indirectes doivent être indemnisées dans tous les dispositifs et cette règle a été rappelée à l'ONIAM. Enfin, je termine en regrettant que vous ne retiriez pas donc l'amendement sur la référence au TGI. J'émets donc un avis défavorable et je veux préciser que ces dispositions sont de nature anticonstitutionnelle puisque la répartition des compétences juridictionnelles entre le tribunal de grande instance, enfin l'ordre judiciaire et l'ordre administratif relève de la Constitution, sauf cas de force majeure. Là, un dispositif est mis en place qui doit apporter toutes les garanties nécessaires et il ne nous semble pas qu'il y ait de raison d'ordre majeur pour déroger à ce qui est une des répartitions fondamentales, constitutionnelles de nos juridictions. Donc j'émets un avis défavorable en appelant l'attention de l'ensemble des parlementaires sur ces bancs que ce serait une disposition anticonstitutionnelle. Je mets donc d'abord aux voix, il est maintenu, le 1134. Je mets aux voix le 1134 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1136 avait été retiré. Je mets aux voix l'amendement 1131 du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté à l'unanimité.